Oui, évidemment, c'est une réflexion que chacun peut faire. Saint Thomas ne se lit pas comme un roman, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne se lit même pas comme Saint Augustin, qui, au moins pour certains livres, se lit avec un intérêt croissant. Bien que lui-même, d'ailleurs, a ses propres difficultés. C'est pas toujours commode, Saint Augustin. Mais la question disputée, et ça j'y tiens, c'est une trouvaille géniale de la pédagogie médiévale. Et c'est aussi précieux parce que c'est un écho direct de la méthode d'enseignement de saint Thomas. Je ne sais pas si vous le savez déjà, la journée de saint Thomas se partageait en deux. Le matin, très tôt, au lever pratiquement, il faisait un cours de 2 heures, un cours magistral à partir de l'écriture sainte. Saint Thomas n'enseignait pas les sommes, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Il enseignait à partir de l'écriture sainte. Et l'après-midi, il revenait vers ses étudiants en compagnie de son bachelier qui allait l'aider dans l'étape suivante. Et donc, il faut se représenter une méthode de pédagogie active. Le maître, assisté de son bachelier et entouré de ses étudiants, propose un thème à la discussion. Disons, la tentation du Christ. Et ce thème, très vaste, est donc divisé en sous-thèmes, sous-questions, que l'on appelle des articles. Il peut y en avoir beaucoup plus, et il peut y avoir sur le même thème beaucoup plus de questions, mais là je choisis quelque chose d'assez simple. Et ici pour la tentation, c'est très symptomatique, n'est-ce pas? Il y a 4 grands thèmes que Thomas se propose de traiter. Ce qu'il appelle la convenance. Je vous ai dit tout à l'heure à quoi ça correspond dans le plan de Dieu que le Christ ait été tenté. Premier article, donc, la convenance. Deuxième question, le lieu où ça s'est passé. En l'occurrence, nous le savons très bien, c'est le désert. Et enfin, troisièmement, le moment de la tentation. C'est juste avant la vie publique. Le Christ subit là la dernière épreuve qu'il doit surmonter pour se sentir un peu mieux armé face à sa mission. Et enfin, il y a le modus de la tentation, c'est-à-dire la manière dont s'est déroulée la tentation, ce que je viens de vous rappeler d'un point à l'autre en allant de plus en plus fort. Et chacun de ces 4 points est soumis à la discussion. Alors, certains étudiants sont nommés pour avancer des objections à la première question qui est proposée, n'est-ce pas, ou le premier article, et d'autres sont au contraire chargés de répondre à ces premières objections. Le maître, à ce moment-là, une fois que cette mise en train est terminée, qu'on a en possession les éléments pour et contre, le maître, alors, à ce moment-là, propose ce qu'on appelle la déterminatio magistralis, la solution d'ensemble, la détermination. On l'appelle aujourd'hui la réponse dans le jargon des théologiens, des étudiants de saint Thomas. Mais c'est la réponse qui est censée mettre en place tout ce qui est sorti de façon plus ou moins confuse de la discussion précédente. Et par la suite, il répond successivement à toutes les objections qui ont été avancées, et ainsi de suite pour les différents articles. Alors là, j'insiste, quand je dis génial, c'est pas un adjectif que j'utilise fréquemment. Ce procédé a l'immense avantage de faire
participer activement les étudiants. Et en outre, de fouiller les moindres recoins de la question. Vous savez, quand on prépare un cours, vous avez peut-être l'expérience d'une communication comme ça, on ne pense pas à tout. Mais vous avez toujours quelqu'un d'un peu plus malin que d'autres qui va avancer quelque chose à quoi vous n'avez pas pensé. Jeune professeur, j'ai connu cela, n'est-ce pas? Il arrive parfois, c'est vrai, comme ça on ne laisse rien hors de la discussion. Alors je disais, il arrive parfois, c'est vrai que certaines objections sont plus ou moins factices, mais à vrai dire c'est rare. Après une pratique assez longue, les objections sont en général pertinentes et le plus souvent, et c'est là qu'il nous faudrait une édition critique de la Somme digne de ce nom, le plus souvent ce sont des idées qui courent autour dans le milieu de l'université, chez les autres théologiens, ou qui sont des choses à la mode, si on peut dire, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, donc, le texte qui résulte de là se révèle comme une espèce de reflet de la discussion intellectuelle du temps. Et il y a parmi les questions disputées ce qu'on appelle les codes Libet, qui à ce moment-là étaient des discussions publiques, devant les autres maîtres s'ils avaient envie d'y venir, mais devant tous d'autres étudiants que ceux de saint Thomas. Et là, des colibets, ça veut dire on pouvait interroger sur n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant à parcourir la liste des quodlibets qu'a soutenu saint Thomas, ou d'autres encore, parce que c'est un reflet parfait de la vie universitaire et des préoccupations des clercs à cette époque. Eh bien, c'est de cette manière de faire, cette procédé, que sont sortis les 3 grands recueils de questions disputées de saint Thomas. De Veritate. Vous avez 3 gros volumes là derrière, cette dimension-là, De Veritate, De Potentia, De Malo. Bien sûr, le maître est passé par là pour la rédaction définitive, mais originellement, cela sort de la salle de cours. Et le De Veritate, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le De Veritate a demandé 3 ans pour être fait. Toute la Somme n'est qu'un immense recueil de questions disputées, parce que à partir du processus scolaire que je viens de vous rappeler, c'est devenu une méthode de composition. Le contre, le pour, la conclusion et les réponses. Et si la Somme est difficile à lire, pour reprendre votre réflexion de tout à l'heure, c'est parce qu'elle requiert la participation active du lecteur. Le plus souvent, les auteurs d'aujourd'hui s'arrangent pour mâcher davantage le travail, n'est-ce pas? Et on conduit le lecteur par la main. Mais en l'occurrence, si on veut vraiment apprendre la théologie, il faut passer par là. C'est un effort à faire, mais il en vaut la peine.